Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Guy Chavernac. Fumel, dans le sud-ouest de la France, en janvier 2003. Guy Chavernac, un homme apprécié de tous, disparaît du jour au lendemain sans prévenir personne. Après plusieurs mois d'enquête, toujours aucune trace du trentenaire. Alors les gendarmes reprennent leurs investigations à zéro et ils se concentrent sur la vie intime de Guy. C'est là qu'une personne attire tout particulièrement leur attention. Simone, la maîtresse du disparu. Une infirmière à la personnalité explosive que certains décrivent comme excessivement jalouse, au point de commettre l'irréparable? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Janvier 2003, à Monthéral, dans le sud de la France. C'est la nuit. Tout le village semble endormi. Sauf dans l'une des maisons un peu à l'écart. À l'intérieur, une scène macabre est en train de se dérouler. Deux individus enveloppent un cadavre. Puis ils l'aspergent de combustible avant d'y mettre le feu. Qui sont-ils? Et pourquoi sont-ils en train de commettre une telle atrocité? Personne ne peut encore l'imaginer, mais cette scène terrifiante marque le début d'une histoire aussi incroyable que diabolique, une histoire qui va secouer la région tout entière. Tout commence quelques mois plus tôt à Fumel, dans le Lot-et-Garonne. Située à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux, cette bourgade compte à peine 5000 habitants. Fumel, c'est une petite ville, un gros village du sud-ouest qui se situe à quelques kilomètres d'Agen. Priscille Lacombe, journaliste. Alors on est dans la campagne, au soleil du sud-ouest. Fumel est une ville qui est au bord du Lot, très agréable. Stéphane Bersoter, journaliste à la Dépêche du Midi. Il y a d'ailleurs des activités touristiques autour du Lot, la navigation sur ce fleuve. C'est une petite ville. On est vraiment dans l'esprit village en fait. Et d'ailleurs à Fumel et dans toutes les villes aux alentours, tout le monde se connaît. C'est ici que la famille Chavernac réside depuis toujours. Guy est le plus jeune des deux frères Chavernac. Entre lui et Ed, de 3 ans son aîné, une affection qui remonte à l'enfance. Mon frère et moi, on est très proches depuis toujours, depuis tout petit. Ed Chavernac, frère de Guy. En fait, là où il y a un, il y a l'autre, quoi. On cuisinait ensemble, on allait faire du vélo ensemble, on jouait ensemble. Guy Chavernac, il vit une vie très heureuse avec ses parents et son frère Ed, jusqu'au divorce de ses parents, qui va très mal supporter, qui va être très compliqué pour lui et pour son frère d'ailleurs. Ça a renforcé nos liens, à mon frère et moi, ça c'est sûr. Ouais. On a appris à être autonome et à être adulte. On est devenu adulte assez rapidement, quoi. En 1991, pourtant, leurs chemins se séparent. Ed décide de partir vivre à l'étranger, aux Pays-Bas. Mais pour Guy, son frère cadet, il n'est pas question de quitter leur sud-ouest natal. Guy est quand même un beau gosse. Il est grand, il a de l'allure, il a un beau sourire, il est gentil. Il aime faire la fête, il joue au rugby donc, il est plutôt bel homme. Bastien Souperbi, journaliste à Sud-Ouest. Et donc, évidemment, il a un certain charisme. Ses charmes ne laissent pas insensible la gente féminine. Un charme naturel qui vaut à Guy Chavernac d'avoir connu plusieurs relations féminines. Il vit désormais en célibataire.
Mais il a 2 enfants issus de 2 précédentes unions. Guy, il a 23 ans quand il devient papa pour la première fois et c'est un épanouissement total, un bonheur total. Il a un premier enfant à l'âge de 23 ans, Aurore, et à 25 ans, le petit frère Jérémy. Alors avec 2 femmes différentes, mais c'est aussi un très bon papa. Mon frère, il est plein d'amour, quoi. Quand il a pris le petit dans les bras, enfin, je sais pas. Oui. Il a fondu, quoi. C'est tout. C'est son fils. Et puis, il adore sa fille. C'est un gentil papa. Guy est maintenant âgé de 35 ans. Il habite seul dans cette maison du centre de Fumel. Et il exerce le même métier depuis des années. Professionnellement, Guy Chavernac, qui travaille au sein d'un magasin qui fait du bricolage, de la jardinerie, de l'animalerie. Donc, en fait, il a pris des cours pour s'intéresser à l'engrais. Il a conduit dans les camions. S'il fallait aller chercher le maïs, il allait chercher le maïs. Il se donne à fond dans son travail. Il fait comme si c'est son entreprise et il travaille pour son patron. Guy, à 35 ans, c'est la force de la vie, quoi. Une famille qu'il adore, un emploi stable, de nombreux amis, un succès incontestable auprès des femmes. Ainsi va l'existence heureuse de Guy Chavernac, jusqu'au début de l'année 2003. Fumel, le jeudi 23 janvier. Il est 7 heures du matin, l'heure à laquelle Guy a pour habitude d'arriver au travail. Ses collègues sont déjà tous à leur poste. Tous, sauf lui. Le patron s'inquiète parce que Guy Chavernac, de sa vie, il n'a pas dû être en retard 1 minute en 20 ans de travail. Philippe Briat, avocat des parties civiles. C'est un garçon qui était toujours très ponctuel, très assidu. Plus les heures passent et plus l'inquiétude croît, puisque le patron de Guy a tenté de l'appeler à plusieurs reprises, lui a laissé des messages, Guy ne répond pas. L'angoisse monte. Pourquoi Guy ne décroche-t-il pas? Aurait-il été victime d'un accident de la route? Son employeur est inquiet. Il contacte la gendarmerie. Mais les gendarmes sont formels. Il n'y a aucune trace de lui, ni dans les hôpitaux, ni dans le registre des accidents. Et si Guy avait eu un malaise à son domicile? À l'époque, c'est l'adjudant P. de Bas qui se saisit de l'enquête. Il se rend aussitôt sur place. Nous allons à Fumel, rue Anatole France. Et bon, la porte est fermée, on toque, personne ne répond. Fabien Pédebasse, ancien adjudant à la gendarmerie de Fumel. Les vérifications, elles durent 2-3 minutes, pas plus. On voit qu'il y a encore sa moto, mais son véhicule ne se trouve pas dans le garage. On sait qu'il a ce véhicule. Le véhicule n'y est pas. Pour eux, ça va pas plus loin à ce moment-là. Il n'y a pas d'inquiétude particulière, il n'y a pas quelque chose qui peut attirer la sagacité d'un enquêteur. Édouard Martial, avocat de la défense. Pour l'instant, on constate qu'il est absent de son travail pour une raison inexpliquée, et puis il est absent de son domicile de Fumel. Pour les gendarmes, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Guy Chavernac a très bien pu s'absenter quelques jours. Du côté de sa famille, en revanche, plus les heures passent et plus l'incompréhension s'installe. En particulier, lorsque Ed, son frère aîné, est prévenu en Hollande. Je reçois un coup de téléphone de mon papa qui me dit que Guy n'a pas été au travail le matin. Ça ressemble pas à mon frère. Et puis je sens dans la voix de papa que il se fait du souci, quoi. Guy, quand il s'en va, il prévient ses parents, sa famille. Priscille Lacombe, journaliste. Surtout qu'à cette époque, sa fille, Aurore, vit 1 semaine sur 2 chez lui. Il aurait jamais abandonné ses enfants, c'est pas possible. C'est un papa poule. Il les adore.
Pour la famille Chavernac, une seule certitude, impossible d'imaginer que Guy soit parti sur un coup de tête. Pourtant, au soir du 23 janvier, toujours rien, aucun signe de lui. Pour la famille, cette soirée-là, cette nuit-là, c'est l'angoisse absolue. Virginie Selvetti, journaliste. Ils se demandent ce qui s'est passé, ce qu'il a pu arriver à Guy. Est-il en danger? Il a peut-être glissé, il est tombé dans la rivière, le Lot est pas loin, c'est une rivière très dangereuse. Plus ils en parlent et plus l'inquiétude grandit. D'un côté, la gendarmerie qui penche pour la thèse d'un départ volontaire. De l'autre, les proches de Guy, qui eux n'y croient pas du tout. Ils sont convaincus qu'il s'est passé quelque chose de grave. Pourtant, 4 jours après sa disparition, premier coup de théâtre. Le 27 janvier 2003, Ed Chavernac est au travail chez lui, aux Pays-Bas, lorsque son téléphone se met à sonner. C'est le numéro de son frère qui s'affiche. Et je regarde et je vois, c'est Guy qui m'appelle. Et là, j'ai cru que je tombais dans les pommes. Ed Chavernac, frère de Guy. Je prends le téléphone, mon collègue me regarde et j'ai dit, Guy, réponds-moi s'il te plaît, réponds-moi. Guy, dis-moi où tu es, envoie-moi quelque chose. C'était... La joie d'Ed Chavernac est de courte durée, car il n'entend personne au bout du fil. Et brusquement, la communication s'interrompt. Il tente de le rappeler, le téléphone sonne dans le vide, il va tenter plusieurs fois de le rappeler, il n'aura jamais de réponse. Et évidemment, l'espoir retombe. Ça répondait pas. J'ai réessayé d'appeler, mais ça répondait pas. En France, la famille Chavernac ne sait plus quoi penser. Que signifie ce bref appel passé à son frère depuis son téléphone portable? Pourquoi n'a-t-il pas prononcé la moindre parole? Guy serait-il en danger? Ed Chavernac nous informe avoir reçu un appel de son frère. Pour quelle raison il ne se manifeste pas et qu'il ne laisse pas un message vocal à son frère ou à des membres de sa famille, ça reste une inconnue, mais cela signifie qu'il est encore en vie. Les gendarmes expliquent à la famille qu'il n'y a a priori pas lieu de s'inquiéter et qu'il a pu vouloir partir de son plein gré. Après tout, il y a bon nombre de gens qui font ça chaque année. Dans les rangs de la gendarmerie, c'est toujours le même discours. Mais sous la pression des Chavernac, une enquête pour disparition de personnes majeures est cependant ouverte. Et là, les gendarmes découvrent que la situation financière de Guy est catastrophique. C'est-à-dire qu'il a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, qu'il a des crédits consommation qui courent partout, qu'il est endetté, qu'il n'a plus un sou. Du fait qu'il est surendetté, pourrait expliquer qu'il ait décidé de quitter toute la vie qu'il menait jusqu'alors, c'est-à-dire quitter la région, la famille, les amis. Il s'en va pour fuir ses dettes. Un homme ruiné qui aurait tout abandonné pour échapper à ses créanciers. Cette découverte ne fait qu'accréditer la théorie des enquêteurs, celle du départ volontaire. La famille, elle croit pas du tout à cette hypothèse du départ volontaire. Elle est même un peu furieuse que les gendarmes partent sur cette piste-là. Vouloir recommencer une vie ailleurs. Avec qui? Avec quoi? C'est grave pour nous, oui, parce qu'on perd du temps. Et plus on perd de temps, moins on aura de chances de retrouver mon frère. Ed Chavernac est convaincu qu'il est arrivé quelque chose à son frère. Il décide de rejoindre au plus vite le sud-ouest de la France. À son arrivée, les proches de Guy sont déjà tous mobilisés.
Ça va se manifester par des battues que la famille et les amis vont effectuer dans Fumel à la recherche de Guy. Ils vont refaire les parcours habituels de Guy. Je me rappelle à un moment donné, je vois dans un champ, il y avait une forme et je me mets à courir comme un fou, et dans ma tête je me disais, oh, c'est lui quoi. Mais tu deviens fou. Pas question pour la famille de relâcher la pression sur les autorités. D'ailleurs, les gendarmes commencent eux aussi à trouver cette disparition de plus en plus étrange. Pourquoi Guy s'est-il volatilisé si brutalement? Ils commencent à auditionner l'entourage du disparu. D'abord, ses 2 premières femmes, les ex-femmes, les mamans de ses 2 enfants, avec qui il a gardé des liens très forts. Et ces 2 femmes racontent la même chose aux gendarmes. Rien ne leur a paru suspect dans l'attitude de Guy ces derniers temps. Pour elles, tout allait bien. Donc elles ne comprennent pas non plus cette disparition soudaine. Pourtant, Guy comptait bien d'autres relations féminines. Les gendarmes dressent la liste des conquêtes de ces dernières années et ils s'intéressent tout naturellement à la plus récente. Une infirmière du nom de Simone Cambou, une mère de famille divorcée et tout juste âgée de 50 ans. C'est la dernière en date, en tout cas, qu'on connaît, avec qui il a vécu plusieurs années. Priscille Lacombe, journaliste. Ils ont 15 ans de différence, mais tout le monde s'accorde à dire que Guy n'a jamais autant aimé quelqu'un. Simone est une femme qui plaît énormément aux hommes, qui est ravissante, qui est très séductrice. Ils se sont aimés pendant près de 8 ans et se sont séparés il y a à peu près 1 an. Virginie Selvetti, journaliste. Mais ils gardent tout de même de très bonnes relations. Entre Guy et Simone Cambou, une histoire d'amour passionnée qui a pris fin quelques mois plus tôt. Les gendarmes la convoquent donc à son tour en tant que témoin. Et elle aussi penche pour la piste du départ volontaire. Guy, les dernières fois où elle l'a vu, il était soucieux, il était stressé, il était même angoissé, il se cachait pour passer des coups de téléphone. Elle le trouvait pas très en forme. Donc elle se posait des questions, mais dit-elle, je n'ai pas été plus loin. Édouard Martial, avocat de la défense. Pour moi, il était inquiet, pour moi, il était peut-être troublé, perturbé, mais par quoi, je ne sais absolument pas. Ce témoignage de Simone conforte les gendarmes dans l'hypothèse que l'argent est au cœur de cette disparition. Et si, comme le suggère son ex-compagne, Guy avait bien tout quitté pour des raisons financières? Dans ce cas, se disent les enquêteurs, ses comptes bancaires devraient en avoir gardé la trace. Mais nous voyons qu'il n'y a aucun mouvement. Fabien Pédebasse, ancien adjudant à la gendarmerie de Fumel. Aucune dépense effectuée depuis le jour de la disparition, ni par chèque, ni par carte bancaire. Ça nous laisse penser qu'il s'est certainement passé quelque chose de grave. Vraisemblablement, l'hypothèse d'une fuite ne tient plus. À ce moment-là, les gendarmes pensent à une disparition inquiétante, un suicide, un meurtre, un enlèvement. Pour les gendarmes, c'est une évidence. Si Guy avait voulu disparaître, il aurait vidé ses comptes. Or, ça n'est pas le cas. Alors que dissimule sa disparition? Le 31 janvier 2003, après une semaine d'incertitude, l'affaire connaît enfin un coup d'accélérateur. Un témoin signale la présence d'un véhicule Stéphane Bersauter, journaliste à la Dépêche du Midi. dans une carrière à Tézac, à quelques kilomètres de Fumel. Une carrière relativement isolée, c'est une petite route où il y a peu de passage, et lui, ce véhicule, il n'a rien à faire là, donc il prévient la gendarmerie. Une patrouille arrive aussitôt sur place à 20 km de Fumel. Et très rapidement, le modèle et l'immatriculation de cette voiture
ne laissent aucune place au doute. Les collègues vérifient l'appartenance du véhicule. Il s'agit bien de celui de Guy Chavernac. Que fait la voiture de Guy dans cet endroit? Jamais Guy ne s'est rendu dans ce village, jamais il n'a garé sa voiture dans cette carrière abandonnée. Cela ne présage rien de bon. D'autant qu'à l'intérieur, les gendarmes font une autre découverte. Le portefeuille et les cartes bancaires du disparu. Où est passé Guy Chavernac? Pourquoi ces papiers sont-ils restés dans la voiture? Nous travaillons la méthode de l'escargot. On travaille autour du véhicule et on agrandit le cercle. Chacun a une parcelle de terrain à vérifier. Des hélicoptères tournent dans le ciel de Fumel, petit village du Lot-et-Garonne. C'est quand même assez inhabituel. La gendarmerie va donc déployer les grands moyens. Malgré l'ampleur des recherches, toujours aucune trace du disparu. Ed, son frère, se rend à Tézac, dans la forêt, pour y récupérer la voiture de Guy. Il est aussitôt pris d'un curieux pressentiment. Quand on arrive sur les lieux, je sais pas comment dire, et à la limite, quand je dis à la limite de tomber dans les pommes, c'est vraiment à la limite de tomber dans les pommes. Ed Chavernac, frère de Guy. Et puis quand la porte s'est ouverte, ça sentait la mort. Je peux pas dire pourquoi ça sentait la mort. C'était... Ce jour-là, Ed est accompagné de Franck, l'un de ses cousins. En faisant le tour de la voiture, un détail leur saute immédiatement aux yeux. La position du siège conducteur. Et là, c'est la première chose que Franck a dit, t'as vu le siège? Et je le regarde et je dis, ah ouais. Mais regardez, le siège, il est avancé, c'est pas possible. Guy, il est grand. C'est tout petit, là. C'est-à-dire que le siège conducteur est avancé au maximum, et cela paraît complètement incompatible avec le gabarit de Guy, qui était assez costaud, qui mesurait 1,90 m et qui devait se reculer pour prendre le volant. Parmi les proches de Guy, les questions sont nombreuses. A-t-il été kidnappé puis transporté dans sa propre voiture? Et dans ce cas, par qui? Et pourquoi? À Fumel, l'inquiétude monte encore d'un cran. À ce moment-là, tous les habitants se posent 1000 questions. Tout le monde se connaît dans ce village. Il n'y a jamais eu d'affaires criminelles, il n'y a jamais eu une histoire aussi incroyable. Quelqu'un qui disparaît, qui a pu être assassiné. Alors on parle d'un crime de rôdeur, pourquoi pas? Et si l'un d'entre nous, dans cette petite ville, était un assassin? Priscille Lacombe, journaliste. Si Guy avait été tué par un habitant de Fumel. Et ça accroît les inquiétudes de tout le monde. Tandis que la psychose gagne la région tout entière, pour la famille Chavernac, la situation tourne au cauchemar. Déjà 10 jours et toujours rien. Rien, sauf ces indices pour le moins inquiétants. C'est dur parce qu'il y a pas de réponse, quoi. J'aurais été capable de donner la moitié de ma vie pour que tout revienne en place. Je pense encore au dernier jour. Il m'a pris dans les bras, Guy, vraiment très fort. Et je sens encore son blouson en cuir. On s'est serré dans les bras comme si c'était un adieu. Après, je l'ai plus revu. C'est la dernière fois que je l'ai revu. Les gendarmes, eux, continuent de fouiller dans la vie sentimentale du disparu. Plusieurs de ses anciennes petites amies sont auditionnées. Et l'une d'elles fait une révélation qui pourrait tout changer. Cela concerne une femme que les enquêteurs ont déjà rencontrée, Simone Cambou, la toute dernière de ses conquêtes. Et elle nous apprend que Guy avait renoué avec Simone Cambou.
Donc peu de temps avant sa disparition. Dans l'esprit des gendarmes, ça fait l'effet d'une bombe. Pourquoi Simone leur a-t-elle menti? Elle a été auditionnée 10 jours avant, ça fait 10 jours qu'on recherche Guy. Virginie Selvetti, journaliste. Simone a affirmé aux gendarmes que leur relation était bel et bien terminée. Pourquoi a-t-elle menti aux gendarmes? Pour quelle raison Simone Cambou a-t-elle prétendu que tout était fini avec Guy? Les enquêteurs sont perplexes. Aurait-elle quelque chose à leur cacher? Et surtout, pourrait-elle être impliquée dans la disparition de Guy? Ed, son frère, leur relate alors un épisode qui vient conforter cette hypothèse. Il se souvient d'un événement troublant qui s'est déroulé 1 an et demi auparavant. Un dimanche, j'appelle mon frère, je sais pas pourquoi j'appelle mon frère. On aurait dit qu'il était pas lui-même. Il me parlait comme ça, c'était vraiment, je lui dis mais qu'est-ce que t'as? Il a du mal à me le dire, mais il me dit elle m'a mis quelque chose dans le verre. Là, c'est pour moi la panique. Les révélations de Ed aux gendarmes sont quand même particulièrement inquiétantes. Simone avait-elle à l'époque vraiment tenté d'empoisonner son amant? Et si oui, pour quelle raison? Avec ces révélations, les gendarmes tiennent enfin un début de piste. Une piste qui mène à Simone Cambou. D'autant que la famille de Guy avance un possible mobile. La jalousie. Une jalousie quasiment maladive. Ils la décrivent comme méchante. Elle aurait proféré des menaces de mort à l'encontre de Guy si jamais il venait à la quitter. Le profil de Simone Cambou qu'ils décrivent est un profil d'une femme jalouse. Bastien Souperbi, journaliste à Sud-Ouest. Et d'une jalousie qui serait potentiellement meurtrière. Une femme impulsive aux accès de colère imprévisibles. En plus de ces mensonges, le portrait qui se dessine de Simone Cambou interpelle les enquêteurs. Alors, aurait-elle, oui ou non, quelque chose à se reprocher? Pour le savoir, ils décident d'examiner sa téléphonie. Donc les gendarmes vont se concentrer sur les appels qu'elle a pu passer le jour de la disparition de Guy Chavernac. Et là, découverte magistrale. Simone, elle a menti. Elle a dit qu'elle avait eu Guy le soir du 22 et qu'ensuite elle s'était couchée. Or, elle n'a jamais eu Guy. La téléphonie le montre. Le seul coup de téléphone qu'elle a passé, c'est au domicile de son ex-mari. Un appel passé à 22h43 précisément. Pourquoi Simone a-t-elle téléphoné chez son ex-mari le soir même de la disparition de Guy? C'est là que toute l'histoire va s'emballer. L'ancien mari de Simone, convoqué par la gendarmerie, fait des révélations déterminantes. Il explique que ce soir-là, ce n'est pas à lui, mais plutôt à leur fils Didier qu'elle voulait parler. Didier a 20 ans, il est le fils de Simone, le deuxième enfant d'une fratrie de 3. C'est un garçon fragile. Qui a très mal vécu le divorce de ses parents. Édouard Martial, avocat de la défense. Il avait ressenti ce divorce comme une profonde injustice qui lui était faite et qui avait été faite aux 2 autres enfants. Un jeune homme qui est un peu en recherche de lui-même, donc il peut s'adonner à quelques addictions, et c'est quelqu'un qui visiblement cherche sa voie. Didier a un fils décrit comme très fragile psychologiquement, et surtout semblant totalement sous l'emprise de sa mère. Didier, c'est le fils, on va dire, à sa mère, puisqu'il voue une sorte d'admiration envers sa mère, une admiration qu'on pourrait juger sans borne.
Il s'appelle tout le temps. C'est un peu des je t'aime moi non plus. Je te récupère, je te demande ça. Ils n'ont pas une relation fusionnelle. Ils ont une relation qui va au-delà du fusionnel. Selon l'ex-mari de Simone, Didier ne refuse jamais rien à sa mère. Et les confessions du père de famille ne s'arrêtent pas là. Face aux enquêteurs, il livre une nouvelle information capitale. L'ex-mari de Simone Cambou va voir les gendarmes, va les trouver pour leur dire qu'il a intercepté une conversation entre son fils et Simone. Une conversation qu'il n'aurait jamais dû entendre. Fabien Pédebasse, ancien adjudant à la gendarmerie de Fumel. Un échange vif de paroles. Et le fils, Didier, reproche à sa mère, avec ce que j'ai fait pour toi, aujourd'hui je devrais être en prison. En prison. Que voulait dire le fils de Simone Cambou? Qu'a-t-il fait? Quel est leur secret? Un homme qui disparaît? Une maîtresse d'une jalousie extrême? Et ce fils sous influence? Dès lors, la piste criminelle est dans tous les esprits. Mais qu'est-il arrivé à Guy Chavernac? L'affaire va encore connaître d'autres rebondissements. Septembre 2003. 8 mois après la disparition de Guy, l'enquête s'accélère. Suite aux révélations de l'ex-mari de Simone Cambou, la priorité des gendarmes, c'est de passer au peigne fin le domicile de celle qui est maintenant au centre des soupçons. Ils vont fouiller, retourner toute la maison. Priscille Lacombe, journaliste. Essayer de trouver des indices, quelque chose qui pourrait les mettre sur une piste. Nous recherchons tout élément matériel en liaison avec le possible homicide de Guy Chavernac. Une arme, des traces de poudre s'il pouvait y avoir eu un coup de fusil, des traces de sang. Dans un premier temps, les enquêteurs ne localisent aucune trace suspecte. Mais en toute fin de perquisition, ils tombent sur un indice qui pourrait bien se révéler capital. Ils retrouvent un coussin avec des taches brunâtres dessus. Stéphane Bersauter, journaliste à la Dépêche du Midi. Bien évidemment, ils vont faire expertiser. Et les résultats d'analyse tombent. Les taches brunâtres retrouvées sur le coussin sont bien du sang et du sang de Guy. Les gendarmes se demandent qu'a-t-il bien pu se passer dans ce salon. Virginie Selvetti, journaliste. Sur ce canapé, une scène de violence. Qu'est-il arrivé à Guy Chavernac dans cette maison? Simone et son fils ont-ils quelque chose à voir avec sa disparition? Pour avancer, les gendarmes n'ont plus qu'une solution. Les placer tous les deux en garde à vue, dans l'espoir que leurs déclarations permettent d'y voir plus clair. Simone et son fils sont interpellés le 1er octobre 2003 afin d'être interrogés. Ce n'est qu'un faisceau de présomptions. Des preuves matérielles, nous n'en avons aucune. Ce n'est la gouttelette de sang, mais cela ne nous donne pas le détail de l'assassinat. Donc ils décident d'isoler Simone d'un côté, Didier de l'autre, c'est-à-dire les cuisiner chacun de leur côté, de mettre la pression sur l'un et sur l'autre dans le but ultime de les faire craquer. Une stratégie qui, dans un premier temps, se heurte à l'attitude de Simone. Elle ne se démonte pas le moins du monde. Même quand les enquêteurs lui révèlent le seul indice dont ils disposent, la tache de sang. Elle dit mais non, mais c'est pas possible. Elle dit non, c'est pas du sang de Guy, c'est impossible. Si vous avez découvert une trace de sang sur un coussin, c'est du sang qui provient de mon chat. Elle a réponse à tout, elle leur tient tête, elle leur répète ce qu'elle a dit dès le départ, qu'elle n'y est pour rien dans cette histoire.
Et Simone fait preuve même d'une extrême froideur et d'un détachement face à la disparition de Guy. Impossible de tirer quoi que ce soit de la suspecte. Alors, l'adjudant P2 joue le tout pour le tout. Il s'enferme avec Didier, le fils de Simone. Et là, le gendarme abat sa carte maîtresse. Le fameux coup de fil qu'il a reçu de sa mère le 22 janvier 2003. Il espère ainsi le pousser dans ses derniers retranchements. Ta maman t'appelle à 22h43, le soir de la disparition, et je dis et alors, qu'est-ce qu'elle te dit? Et Didier baisse la tête et il s'effondre. Et elle me dit ben, je l'ai fait. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Je l'ai fait. J'ai fait quoi? Il relève la tête et il me dit je l'ai fait. Pour moi, ça veut dire ça y est, elle a tué Guy. Cette déclaration du fils, c'est un début d'aveu de participation à ce qui apparaît être un homicide, un crime, un meurtre. Un meurtre. Le fils de Simone vient d'avouer que Guy Chavernac a bien été assassiné. Mais les gendarmes n'en ont pas fini avec lui. Ils veulent savoir précisément ce qu'il s'est passé ce soir-là. Alors, devant les enquêteurs, le jeune homme reprend son récit. Et ce qu'il raconte va leur glacer le sang. Il a pris sa voiture au beau milieu de la nuit, a traversé les villages voisins pour se rendre chez sa mère. Didier précise qu'une fois sur place, il rentre directement dans le salon. Face à lui, une scène effroyable. D'abord, il voit que Guy Chavernac est mort. Philippe Briat, avocat des parties civiles. Il a reçu un coup de fusil dans le thorax. Sa mère est en plein délire. Là. Alors lui pense il faut appeler la gendarmerie et elle l'en dissuade en disant mais non. Fabien P2, ancien adjudant à la gendarmerie de Fumel. Il faut pas, ils vont savoir que c'est moi qui l'ai tué, je vais aller en prison. Non, il faut se débarrasser du corps. Mais comment faire? Didier explique alors aux gendarmes la suite des événements. Une véritable plongée dans l'horreur. Donc on le met dans une alaise, on le tire à deux. Édouard Martial, avocat de la défense. C'est pas facile de tirer un corps, elle donne des ordres, elle rassure, etc., etc. Ils vont donc tirer ce corps vers l'extérieur de la maison, dans un jardin totalement isolé, dans lequel il fait noir. Et Simone décide de mettre le feu au cadavre de Guy. Ils vont donc préparer un bûcher. Sa mère, dit-il, lui aurait ensuite ordonné d'apporter un bidon de 20 litres d'essence. Elle aurait alors décidé de brûler le corps de son amant avec l'aide de son fils. Dans son esprit, elle n'hésite pas une seconde. Elle demande à son fils de craquer l'allumette pour mettre le feu au corps qui est à leurs pieds. Il va vomir, il va être malade à cette idée-là. Bastien Souperbi, journaliste à Sud-Ouest. Sa mère va ricaner, se moquer de lui, de sa faiblesse, et va elle-même craquer l'allumette du brasier funéraire, si on peut dire. La terrible confession de Didier ne s'arrête pas là. Il raconte que, le lendemain, sa mère fait encore appel à lui. Elle entend se débarrasser des restes du cadavre une bonne fois pour toutes. Là, Didier arrive avec la brouette. Virginie Selvetti, journaliste. Ils chargent tous les deux le corps, qui se démembre au moment où ils le prennent. Alors on va chercher quoi? On va chercher les sacs poubelles. Il va finir dans des sacs poubelles.
à l'initiative de la maman. Il y a les membres inférieurs qui vont dans un sac, et puis il y a le tronc qui va dans un autre sac. Chacun là encore a son rôle. Priscille Lacombe, journaliste. On est dans une espèce d'union sacrée macabre. Le soir venu, Didier et sa mère auraient rejoint discrètement les rives du Lot. C'est là qu'ils auraient jeté ces sacs poubelles contenant le corps calciné de la victime. Et sans aucune question, ou pratiquement aucune, il vient l'aider. Il n'a pas d'autre préoccupation que de venir au secours de maman. Il dira « Ma mère, c'est ma reine. Bastien Souperbi, journaliste à Sud-Ouest. Je ferai tout pour elle. » Ces aveux laissent pourtant les enquêteurs sur leur faim, car, à ce stade, 2 questions essentielles restent posées. Que s'est-il passé avant le crime? Et comment Simone a-t-elle tué Guy Chavernac? Elle va finir par elle aussi craquer, mais ça va être long. Elle va accoucher difficilement en impliquant son fils, mais elle va finir par avouer. Elle va reconnaître qu'elle a donné la mort, qu'elle a pensé à la donner. On est vraiment dans le récit d'un crime, on est dans le récit surtout d'un assassinat. Autrement dit, Simone aurait prémédité le meurtre. Elle aurait en fait décidé de supprimer Guy 15 jours avant le drame. Et c'est un événement d'apparence anodin qui aurait tout déclenché. Il y a un article coquin qu'ils utilisaient dans leurs ébats sexuels qui a bizarrement été déplacé dans la chambre à coucher. Que ce godemichet ait été déplacé dans une autre pièce de la maison est pour Simone la preuve que Guy a eu une aventure avec une autre femme. Cette découverte marquerait pour elle le basculement. C'est là où il a décidé de l'abandonner, il l'a déjà abandonné, elle peut pas le supporter. Et donc, elle décide de le tuer. Simone aurait perdu la tête en pensant que son amant l'avait trompée. Sa jalousie maladive aurait basculé dans l'obsession meurtrière. C'est en tout cas l'hypothèse retenue par les gendarmes. Elle se dit qu'il lui fait tellement de mal Simon Cohen, avocat de la défense. qu'il n'existait pas d'autre issue que celle-là et qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Voilà. Simone Cambou s'auto-persuade d'abord que l'amour doit être absolu, qu'il ne doit jamais être trahi, et que Guy Chavernac a trahi cet amour et qu'elle tue au nom de l'amour. Simone, face aux gendarmes, raconte l'enchaînement fatal. Car 2 semaines après l'épisode du godemichet, elle invite Guy à dîner chez elle, à Montéral, tout près de Fumel. Nous sommes le soir du 22 janvier. Elle va d'abord l'appeler. Elle va mimer une sorte de bonne humeur. Du moins, elle va cacher son courroux, la jalousie qui la consume. Et elle va lui proposer de lui faire la cuisine. Simone Cambou va servir à Guy Chavernac le banquet de la mort, le dernier repas du condamné. 8 mois plus tard, devant les enquêteurs, Simone n'a oublié aucun détail de cette fameuse soirée. Pas même le menu qu'elle a concocté à Guy afin de l'attirer chez elle. Le plat préféré de Guy étant les huîtres. Fabien Pédebasse, ancien adjudant à la gendarmerie de Fumel. Elle lui programme donc un bon repas avec ses huîtres préférées et le vin blanc. L'alcool coule à flot, ils boivent tous les deux, lui est un peu sonné et finit par s'affaler dans le canapé. Simone aurait ensuite attendu que Guy soit plongé dans un profond sommeil avant de passer à l'action. Une fois qu'il est assoupi, elle, pour se donner du courage
Elle reprend un ou deux verres de whisky. C'est le moment qu'elle choisit pour se saisir du fusil prêté par un voisin pour éliminer les chats errants qui traînaient dans son jardin. Simone s'approche lentement de Guy pour ne surtout pas le réveiller, tend l'arme, essaye de viser le plus proche du cœur possible. Et lorsqu'elle est quasiment à bout touchant, elle tire. Guy meurt sur le coup et s'écroule sur le canapé. Guy Chavernac est froidement abattu. Mais que faire à présent de son corps? Il est alors 22h43. C'est à cet instant que Simone décide d'appeler son propre fils à la rescousse. Elle a projeté de jeter le corps de Guy après l'avoir brûlé dans le Lot, et elle se pose la question, si le corps remonte à la surface, est-ce qu'on pourra l'identifier? Donc, elle pose la question à son fils Didier. Et son fils, qui est fan de séries américaines, va lui répondre oui, grâce aux dents. Les dents. Il faut casser les dents. Édouard Martial, avocat de la défense. Il faut casser les dents à coups de marteau. Et c'est Simone qui cassera les dents de Guy. C'est le comble de l'horreur. Après ce geste insoutenable, Simone explique avoir nettoyé la maison de fond en comble, puis s'être débarrassée de la voiture de Guy, que l'on retrouvera abandonnée quelques jours plus tard. Le pire, c'est peut-être l'attitude de Simone, les jours après cet assassinat abominable. Virginie Selvetti, journaliste. Elle a gardé son sang-froid auprès de tout le monde. Elle a continué de travailler. Elle a fait preuve d'une attitude incroyable. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte que l'endroit où il avait fait brûler, c'était dehors dans le jardin. Philippe Briat, avocat des parties civiles. La pelouse, le gazon avait brûlé, s'était détérioré. Eh bien, elle a pensé à aller acheter du gazon pour ressemer du gazon. Faut quand même le faire, ça. Des aveux complets pour un crime des plus sordides. Le soir même, Simone Cambou et son fils sont mis en examen et incarcérés. Elle pour assassinat, lui pour recel de cadavres et destruction de preuves. Parmi les proches de Guy Chavernac, c'est évidemment le choc. Après 9 mois d'angoisse et d'incertitude, les circonstances de sa mort leur assènent le coup de grâce. Simone a tué Guy. Le mot tuer, t'as l'impression que c'est pas vrai, que ça, tu veux pas l'entendre? Ed Chavernac, frère de Guy. Comment déjà quelqu'un peut aller jusque-là avec une personne avec qui il y a eu de l'amour, où il y a eu des belles choses. Elle, je ne lui pardonnerai jamais. Je ne peux pas faire de place à ça. Je peux pas. J'ai pas encore fait mon deuil. Ça fait 17 ans, j'ai pas encore fait mon deuil. Il me manque tous les jours. J'aimerais lui dire, j'espère que tu n'as plus mal, que tu es apaisé. Mais il me manque. Je lui dirai, tu me manques. Alors que la famille ne demande qu'à faire son deuil, les enquêteurs de leur côté se heurtent à un obstacle majeur. Sans cadavre, impossible de vérifier la version de Simone. L'autorité judiciaire s'emploie
à rechercher le corps pour évidemment des fins d'autopsie. Les hommes grenouilles de la gendarmerie ont fouillé le Lot. On a même tenté de l'assécher à certains endroits. Il y en a certains même qui ont pris des risques, qui sont allés chercher dans des gouffres, dans des endroits qui étaient vraiment à la limite dangereux pour eux, quoi. Et ils l'ont fait. Mais sans résultat. Toujours aucune trace de la victime et cette question qui demeure en suspens. Que s'est-il vraiment passé chez Simone Cambou durant cette terrible soirée d'hiver? Pour tenter de le savoir, le juge d'instruction organise une reconstitution au domicile de Simone en présence de son fils Didier. Et curieusement, la mémoire lui fait maintenant défaut. Tandis que son fils arrive sur les lieux, c'est le coup de théâtre. Non seulement Simone ne se souviendrait plus de grand-chose, mais en plus, elle change plusieurs fois de version. C'est vrai que tous les scénarios sont passés, juste y compris celui de la légitime défense. Elle va dire que bien évidemment Guy Chavernac a été violent avec elle et que dans ce contexte-là, eh bien, elle n'a pas pu faire autrement que de prendre ce fusil pour se défendre et le tuer. Elle ne serait donc en réalité qu'une femme battue qui aurait tué pour échapper au pire. Et Simone Cambou va plus loin encore. Elle n'aurait pas du tout prémédité son geste, bien au contraire. La véritable décision de le tuer, fondamentalement, elle se prend à la dernière minute. Simon Cohen, avocat de la défense. C'est au moment où elle décide de s'emparer du fusil, c'est à ce moment-là que véritablement elle prend la décision. Même si elle s'était procuré un fusil, même si elle lui en voulait, c'est au dernier instant que la chose s'est jouée. Malgré ses précédents aveux en garde à vue, Simone Cambou n'en démord plus. Elle n'avait rien prémédité. Pourtant, après 1 an passé en prison, sa version s'effondre d'un seul coup. Une de ses codétenues a fait des révélations Priscille Lacombe, journaliste. selon lesquelles Simone lui aurait confié avoir empoisonné Guy avant de le tuer. Elle aurait confessé avoir fait une injection de morphine à Guy, notamment pour le maîtriser avant de commettre son acte. Virginie Selvetti, journaliste. On rappelle qu'il mesure 1m90, que c'était un fort gabarit. Quelle est la preuve? Oh, ça ne signifie pas que les codétenus ne puissent pas être témoins, mais il faut que leur déclaration soit certaine. Confirmée par un élément matériel ou par un autre témoignage. Les enquêteurs s'empressent de vérifier les déclarations de la codétenue. Et la réponse ne se fait pas attendre. Ils découvrent que grâce à son travail à l'hôpital de Fumel, Simone s'est effectivement procuré ce produit. Les ampoules de morphine, ça s'est acté dans la procédure. Fabien Pédebasse, ancien adjudant à la gendarmerie de Fumel. C'est certain qu'elle dérobait des ampoules de morphine au sein de l'hôpital. Et alors là, les gendarmes tombent des nues. La disparition de ces injections de morphine amène une nouvelle hypothèse sur la table, celle de l'empoisonnement. Un crime atroce, prémédité de bout en bout. Une femme devenue meurtrière par jalousie, et ce fils totalement sous influence. L'impact dans l'opinion publique est considérable. Cette affaire, évidemment, elle va avoir un retentissement énorme à Fumel, dans le Lot-et-Garonne, mais même au-delà, en France, tellement elle est horrible. Parce que c'est une infirmière qui est censée être au service des autres, une mère de famille aimante. Donc comment cette femme a-t-elle pu en arriver là ?
Tribunal d'Agen, 10 octobre 2005. Plus de 2 ans se sont écoulés depuis la mort de Guy Chavernac. Le procès de Simone Cambou et de son fils s'ouvre. Dans le box, Simone Cambou est seule, car Didier, lui, comparaît libre. L'enjeu est d'importance, car si les jurés retiennent la préméditation, l'infirmière risque la perpétuité. En revanche, s'il privilégie la version du crime passionnel, la peine pourrait être nettement inférieure. Si on m'avait dit c'est un accident, Ed Chavernac, frère de Guy. j'aurais pu faire une place, j'aurais pu essayer de comprendre, mais ça, non. C'est impossible. Et c'est pas seulement moi. Là, je parle pour toute la famille. Le père de Guy, qui était très remonté. Et quelqu'un qui lui avait ôté son fils dans ces conditions-là, Philippe Briat, avocat des parties civiles. ne méritait rien de bon. Il me disait toujours, moi je viens parce que je veux qu'elle soit condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Face à la cour, l'accusée campe encore et toujours sur ses positions. Oui, elle a bien tué son amant, mais rien de tout cela n'était prémédité. Elle n'exprime pas grand-chose. Bastien Souperbi, journaliste à Sud-Ouest. Elle arbore un masque de cire et elle paraît insondable. On a l'impression qu'avec elle, on saura vraiment, pas forcément toute la vérité, on saura sa vérité et encore. Impossible pour les jurés de percer le mystère Simone Cambou. Alors, toute l'attention se porte sur l'autre accusé, Didier, son fils, qui l'a aidé à se débarrasser du cadavre. Les experts sont arrivés, bien évidemment, à la conclusion qu'il était naturellement sous l'emprise psychologique de sa mère. Édouard Martial, avocat de la défense. Qu'elle exerçait une véritable emprise psychologique. J'essaie d'utiliser bien évidemment la notion d'emprise que les experts ont mis en relief et qui leur ont permis de conclure que s'il n'y avait pas eu cette emprise, il n'y aurait pas été. Il n'aurait pas répondu à l'appel de maman. Après 4 jours d'audience, le couperet tombe. Didier est condamné à 3 ans de prison pour recel de cadavre. Mais la sentence la plus attendue concerne bien sûr Simone Cambou. On attend, les jurés se sont retirés. Ils mettent du temps. Et le président vient et dit perpétuité. Et là, quand tu entends perpétuité, tu te dis yes. En appel, l'année suivante, Simone est condamnée pour meurtre. Sa peine est réduite à 30 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, à Fumel, bien des années ont passé depuis la mort de Guy Chavernac. Sa famille reste meurtrie à tout jamais. Simone Cambou, elle, peut désormais prétendre à une libération conditionnelle. Est-ce que notre système judiciaire peut accepter que la personnalité d'un être humain ne peut pas se réduire à un seul de ses actes? Simon Cohen, avocat de la défense. Il y a dans l'incarcération une part de punition, mais il doit y avoir surtout une part de réadaptation. Il est plus là, mon frère. On n'a rien. On peut pas faire notre deuil. Elle mérite ça. Ah, ça va être une nouvelle épreuve, un nouveau combat. On se battra en famille, ensemble, unis, ça c'est sûr. Mais je veux une justice. C'est tout. Pour toute la famille de Guy Chavernac, pour Ed, son frère, l'affaire est donc loin d'être terminée. Mais son souvenir demeure pour toujours dans le cœur des siens.
Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.